Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch sur la chaîne Football pour retrouver le deuxième avant-match de la semaine. Et oui, l'OL enchaîne tous les 3 jours et on va se retrouver très souvent pour un avant-match. On va bien évidemment parler de notre adversaire du soir, parler de l'OL. On va faire l'analyse des forces, des faiblesses, des points à retenir et des choses qui seront extrêmement importantes à garder en tête. Dans cet avant-match, on parlera bien évidemment de PSG-OL. C'est le match, on va dire le choc des titans. J'ai failli mettre en titre du live match, le choc des titans, littéralement, parce que ça va être un très 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 gros match. Je baisse un peu mon micro parce que je vois qu'il y a possibilité que je sature un petit peu. Ce serait dommage. Et je salue mes deux compères qui sont avec moi ce soir. Tout d'abord Tekken. Salut Tekken. Bonsoir à tous. Et avec nous, il y a également Lucas. Lucas, bonsoir. Tu fais partie de Culture PSG et tu es supporter du PSG avant tout. Exactement, bonsoir à tous. Très content d'être avec vous ce soir pour faire ce petit débrief. Et ouais, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous connaissez la formule, vous commencez à la connaître. On va commencer par faire un point assez rapide sur la forme actuelle du PSG, surtout sur le dernier match de Ligue des Champions face à Bruges, on en parlera. On va ensuite parler, détailler l'histoire, une histoire très riche malgré que ce soit un club qu'on connaît sous la forme PSG qui soit assez récent, mine de rien, on en parlera. Et enfin, on terminera par vraiment les enjeux de cette rencontre, la confrontation entre ces deux équipes qui ont des objectifs très élevés cette année. Et on va pouvoir rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Je vais poser deux, trois questions. Je vais te poser d'autres questions, Lucas, sur ton rapport au Paris Saint-Germain. Tu nous disais tout à l'heure en off que toi, le PSG, tu le suis depuis environ 2007, c'est ça? C'est ça, je suis arrivé Bon, je suis jeune, j'ai 21 ans, donc je suis arrivé un peu avant le passage du PSG sous pavillon qatari. J'ai vécu quand même l'époque 16e place, l'époque obscure du PSG. Mais voilà, depuis 2007-2008. C'est, oui, et oui, tu nous disais. On en a discuté tout à l'heure également, que tu donc travailles à Culture PSG depuis maintenant 3 ans et que tu as également fait et que tu travailles encore du côté de chez RMC Sport. C'est ça, je combine les deux, culture PSG de maintenant depuis un peu plus de 3 ans et depuis cet été RMC Sport. Eh ben c'est hyper intéressant. Voilà, on va tout doucement dérouler le fil de cette soirée. On va tout doucement commencer à parler donc de cette formation du Paris Saint-Germain qui a déjà fait un premier match cette semaine, match face au FC Bruges. C'était le premier match de la Ligue des Champions, les premiers matchs européens se déroulaient cette semaine. On a vu tous nos clubs français qui étaient qualifiés en Coupe d'Europe jouer de mardi à jeudi avec bien évidemment la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, mais également Lille, avec la Ligue Europa, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, mais également la Conference League avec Rennes. Très rapidement, si tu ne dois me donner un petit peu ton ressenti, Lucas, sur ce match face à Bruges, rien que sur ce match-là, comment tu l'as perçu? C'est vrai qu'au final, on va rappeler le score qui est de 1 partout, ça reste une déception quand on voit le résultat final. Ouais, évidemment, un avant-match marqué par les débuts du fameux trio Mbappé, Messi, Neymar. Donc, un gros engouement autour de la rencontre, la première sortie du PSG en Ligue des Champions pour cette édition 2021-2022, et une première sortie ratée, ou plutôt euh, on a été surpris par l'adversaire. Bruges, une belle équipe qui a joué crânement sa chance. On pensait peut-être pouvoir asseoir directement notre domination et envoyer un message à l'Europe, mais ça n'a pas été le cas. Et on se retrouve avec un 1 assez frustrant. Et une première rencontre sur la scène européenne ratée, parce qu'on attendait mieux du PSG. Et ça n'a pas été le cas. On attendait beaucoup plus de ce PSG-là qui, tu l'as dit, cette victoire reste un goût assez frustrant. Lionel Messi qui touche la transversale, ça a été une rencontre qui au final est compliquée, mais au final, c'est même peut-être bien que cette rencontre arrive maintenant, que l'on puisse directement côté parisien se rendre compte que rien n'est jamais acquis et qu'il faut tout de suite se remobiliser et faire le travail dès la deuxième journée. J'ai pas cherché, vous affrontez qui en prochaine journée de Ligue des Champions? Ce sera Manchester La City prochaine directement? journée.
Ouais, ça sera Manchester City au Parc des Princes, donc une rencontre qui s'annonce déjà décisive pour la suite du groupe, parce qu'on se met direct en mauvaise posture Évidemment, oui. avec ce premier nul face à Bruges. Et oui, oui. On va parler tout doucement des joueurs en forme. C'est vrai que même si on vient de parler d'un match assez moyen, il y a quand même des joueurs en forme côté parisien. On a deux à l'image. Le premier enfin, joueur en forme, c'est mon avis personnel, bien sûr, ça n'engage que moi. Et j'aimerais bien qu'on discute très rapidement, parce qu'il y a quelqu'un qui a profité de l'absence de Marco Verratti, on parlera des absents juste après. C'est Ander Herrera qui fait de très très bonnes choses. C'est peut-être le week-end d'avant, mais je crois que c'est le week-end dernier. Il marque un doublé, Ander Herrera, à chaque fois le même style de but. Un joueur très présent sur les seconds ballons qui récupère un centre ou une frappe dégagée par le gardien. Ouais, c'est ça. À Clermont, un doublé en première mi-temps qui nous a mis directement dans le match. Deux buts qui sont construits un peu de la même façon, avec sur le premier un exploit de Achraf Hakimi et Yes. Ander Herrera qui est dans la surface et qui du coup de la tête pousse le ballon dans les filets. Et le deuxième, cette fois-ci, une belle percée de Kylian Mbappé et pareil Ander Herrera qui a la retombée du ballon après un petit cafouillage défensif et un doublé. Donc la saison commence très bien pour lui. Et il Yes. l'a encore montré cette semaine, ça a été un des seuls vraiment au niveau face à Bruges. Sa prestation ponctuée d'ailleurs par un nouveau but. Donc Oui. 3 buts sur les 2 derniers matchs, c'est effectivement l'homme en forme côté parisien. Ouais, le deuxième homme en forme, et ça va permettre de faire la transition avec les joueurs absents, c'est Kylian Mbappé qui reste, on va dire, sur des bonnes performances. Il a pas mal marqué depuis le début de la saison. Il est co-meilleur buteur de Ligue 1 déjà avec Moussa Dembélé et avec Amine Gouiri. Et il va être extrêmement important pour le PSG de savoir si jamais il sera présent ou non dimanche, parce qu'il y a encore cette incertitude-là. Il était sorti blessé au niveau de l'orteil, je crois, face à Bruges. C'est ça. Pour le moment, on n'a pas trop d'indices. Visiblement, il se dirige vers un forfait d'après les informations du Parisien. D'accord. Un traumatisme de l'orteil, donc pas de fissure ni de lésion particulière au niveau des articulations, mais le délai de rétablissement paraît un peu court pour l'imaginer sur le terrain dimanche, en sachant que il était absent à la séance d'entraînement de ce vendredi matin. D'accord, ouais, donc ça paraît assez court pour le voir revenir directement face à Lyon. Donc, Ouais, on en saura sûrement un peu plus avec la conférence de Mauricio Pochettino ce samedi. ouais, oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai que on est quand même très très content de savoir qu'il n'y a rien de cassé pour Kylian Mbappé, parce que ça reste un très très bon footballeur et une vraie star de notre Ligue 1. Et c'est vrai que même pour les Parisiens, si on veut espérer voir un club français aller loin en Ligue des Champions, bah, Kylian Mbappé va être une véritable variante, quelque chose qui va vraiment avoir une importance capitale concernant les autres absents côté parisien, parce que Kylian Mbappé malheureusement n'est pas le seul. On l'a déjà cité tout à l'heure, il n'y aura pas non plus de Marco Verratti, qui lui par contre devrait revenir après le match face à Lyon, devrait revenir assez rapidement. Normalement, on prévoit un retour de Marco Verratti sur les alentours du 25 septembre. Il a une période de 10 jours coupée d'entraînement, donc un petit repos à observer. Lui, il est rentré blessé de la sélection italienne. Ouais, Encore une fois, malheureusement. c'est pas la première fois Euh, d'ailleurs. ouais, on a souvent l'habitude de le récupérer cassé après les trêves internationales. Mais voilà, normalement, le forfait est confirmé. C'est d'ores et déjà sûr qu'il ne sera pas là pour ce PSGOL. D'accord, d'accord. Concernant un autre absent, bon, lui n'a toujours pas fait le moindre match au maillot du Paris Saint-Germain, et c'est vrai que il est un peu l'un des étendards de ce mercato parisien qui a été assez incroyable. C'est Sergio Ramos qui n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le Paris Saint-Germain. Alors visiblement, d'après Leonardo, il ne faut pas s'inquiéter pour Sergio Ramos. D'accord. Après, on est quand même à la mi-septembre et il n'a toujours pas joué avec le PSG. Et bien sûr, il n'a pas joué l'Euro avec l'Espagne. On parle d'un joueur qui a joué 5 matchs en 2021 et qui Ouais, paraît vraiment dans une condition physique
assez difficile. Ouais, La ouais. récupération, il multiplie les blessures au genou et au mollet. Et D'accord, ouais. forcément, ouais, on peut quand même s'inquiéter pour ce bon Sergio Ramos. Et oui, oui, c'est sûr que ça reste un joueur qui peut avoir un véritable apport sur le terrain, footballistiquement et même au-delà de ses qualités footballistiques. Mais bon, on en parlera dans les compositions en toute fin de live. Paris aura quand même de quoi faire en charnière. Paris aura également de quoi faire côté gauche, avec l'arrivée de Nuno Mendes, on en parlera un peu plus tard, avec Abdou Diallo, pardon, qui reste le latéral gauche qui fait beaucoup de matchs sous Mauricio Pochettino depuis le début de la saison, qui fait de toute façon tous les matchs. Mais voilà, il fait tous les matchs parce qu'il y a deux indisponibilités, de Levin Kurzawa et de Juan Bernat, qui fête ses 1 an d'indisponibilité bientôt, quoi. C'est Tout assez à fait. terrible. Côté lyonnais, on va revenir un peu sur l'OL, parler des indisponibles. Je vais laisser la parole à Tekken. L'OL a également pas mal d'indisponibilités, de joueurs qui ne devraient pas être là, même si, vous le voyez à l'image, il y a au moins l'un des quatre dont on a des nouvelles très positives ces dernières heures. Il s'agit de Moussa Dembélé, mon cher Tekken. C'est ça, oui. Moussa Dembélé, on avait appris qu'il était blessé mardi ou mercredi et qu'il y avait un risque vraiment pour à la fois pour le match contre les Rangers où il a effectivement manqué à l'appel, mais aussi pour le match du PSG. Et là, c'était vraiment la grosse alerte. Finalement, d'après les nouvelles les plus récentes qui sont tombées, sa blessure, donc qui était à l'origine une blessure au quadriceps de la cuisse, cicatrise beaucoup plus vite que prévu et aussi surprenant que ça puisse paraître, le joueur pourrait finalement être éligible pour une place dans le groupe contre Paris s'il participe en fait à l'entraînement de samedi après-midi, donc celui de demain, puisqu'on sait que Peter Bosz, voilà, depuis qu'il est entraîneur, il a une politique particulière à ce sujet-là, c'est que pour qu'un joueur fasse partie du groupe, il faut qu'il ait participé au dernier entraînement lors de la semaine pile avant le match. Donc pour Moussa Dembélé, c'est encore entre parenthèses, mais il y a peut-être un espoir de l'avoir dans le groupe contre le PSG. Peut-être pas forcément titulaire s'il vient dans le groupe, parce qu'il y aura peut-être un état physique, voilà, pas à 100%, mais suffisant quand même pour jouer quelques minutes. Concernant Oui. les joueurs pour lesquels on est sûr qu'ils manqueront à l'appel, bon, bah, ça c'est une fois n'est pas coutume, évidemment, Jeffrey Adelaide qui est toujours blessé, même si plus on avance et plus on se rapproche de son retour sur les terrains, évidemment. Thiago Mendes qui s'est blessé cette semaine aussi. Léo Dubois qui est sur une blessure de un peu plus longue durée, donc lui on en reparle dans quelques semaines. Et un autre joueur qui est blessé aussi pour un bon moment, c'est Tino Kadewere, Oui. qui risque pas de revenir sur le terrain avant un bon moment. Donc Oui, oui, blessure. ça nous fait mine de rien quelques blessés. Ouais, blessure en sélection avec le Zimbabwe. On sait que de toute façon, Tino Kadewere était revenu, enfin, avait terminé la saison avec une opération pour une pubalgie. Il avait loupé toute la pré-saison. Et oui, la meilleure photo de Dubois avec sa moustache nous disait Dream. Oui, oui, on a essayé de prendre des photos de grande qualité. Petite dédicace à Nasser également qui vient de follow la chaîne. On te remercie et qui dit quel BG dans sa chambre étudiante. On connaît, hein. On va passer. On a fait le tour des indisponibilités côté lyonnais. On va passer au cœur de ce live. Tout ce qui est la partie. Oh, le follow de Ozinedine qui vient de follow. Merci à tous les Merci follow. beaucoup. Et on va passer à l'historique du Paris Saint-Germain. On va passer à la création de ce club. PSG, comme on le connaît, est fondé en vérité en 1970. C'est souvent la date qui est donnée comme véritable création du Paris Saint-Germain. Ce PSG créé à partir d'une fusion entre une identité, on va dire, une volonté de créer un club dans la capitale, un club parisien, qui va finalement se faire par la fusion avec le club de Saint-Germain. Il y avait eu des volontés de fusionner avec Sedan, tout d'abord, qui était déjà en Division 1 en 1970. Ça n'avait pas pu se faire. Et du coup, Paris s'est retrouvé en 1970 avec ce club de Saint-Germain. Le club sera en Division 2 et pour la toute première année d'existence de ce club, eh bien, c'est une victoire en groupe B à l'époque de la Division 2 qui se déroulait en deux groupes. C'était deux groupes, il y avait 36 équipes en Division 2 et donc on avait divisé ça en deux groupes et Paris avait gagné son groupe, avait réussi à gagner, à monter en Ligue 1. Une histoire parisienne qui va se créer petit à petit. Le club va rester pendant 3 ans.
dans cette formation-là. Puis en 1973, va se poser la question d'un devoir, même de rachat, puisque au final, corrige-moi si je dis des bêtises, Lucas, le club repart en troisième division à cause de bisbilles plus qu'administratives. Et au final, c'est Daniel Echter qui va avec plusieurs personnes en 1973, dont le regretté Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés il y a très peu de temps, qui va finalement récupérer ce club et refonder, on va dire, fonder définitivement, sceller la création du Paris Saint-Germain avec comme centre d'entraînement, depuis 1973, le Camp des Loges. Centre d'entraînement d'ailleurs que vous voulez quitter, il me semble, puisqu'il y a un projet de faire un nouveau centre d'entraînement à Poissy, si j'ai pas de bêtises. Ouais, le projet de centre un peu plus ambitieux qu'au Camp des Loges, puisque les installations du Camp des Loges sont pas les plus modernes, on peut dire, avec ce qui se passe notamment en Angleterre, les nouveaux centres ultra urbains Oui, de ouais, Leicester le nouveau centre de Leicester est phénoménal. ou celui de Liverpool aussi. Nous aussi, on a investi beaucoup sur un nouveau centre d'entraînement à Poissy, un projet qui met du temps un petit peu à se mettre en place. Et on devrait normalement s'y installer pour la saison 2023-2024. Ouais, c'était un projet qui avait été retardé, c'était pas prévu que ce soit aussi Ouais, tard, si j'ai pas de parce qu'il bêtises. y a eu des problèmes de fouilles archéologiques sur le site. D'accord. Ce PSG, donc, comme on a dit, dirigé, fondé, on va dire, par Daniel Echter, aura son premier succès quasiment 10 ans, plus de 10 ans après sa création. 1982, première victoire, premier trophée, on va dire, majeur de ce Paris Saint-Germain-là, avec une victoire en Coupe de France 1982 face à l'AS Saint-Étienne de Michel Platini. Victoire au tir au but, au bout du suspense. Ça a été l'un des premiers succès véritablement fondateurs de ce Paris Saint-Germain-là. Un Paris Saint-Germain qui va très très vite, à la fin de ces années 80, début des années 90, changer de pavillon, puisque le club sera totalement cédé à Canal+. Ça a été, voilà, la période Canal+, tu l'as pas connu en tant que supporter. Ça a été ouais, la période faste du PSG avant QSI, puisque c'est là qu'on a en 90 déjà de très très beaux trophées. Ouais, bien sûr. Bien C'est sûr, avec l'ère Canal+, qui s'ouvre du coup en 91, dans mes souvenirs. Et du coup, ouais, c'est forcément une grande époque du PSG avec notamment une des premières victoires en Coupe d'Europe. Et le club qui participe entre 93 et 97 à 5 demi-finales continentales d'affilée. Donc c'est une performance forcément à saluer et ça rentre dans la belle histoire du PSG. ouais, cette victoire en 1996, victoire en C2, la coupe des vainqueurs de coupe, qui est glanée par les Parisiens, une génération parisienne qui à ce moment-là est également incroyable, hein. C'est pas du tout l'RQSI, mais c'est resté quand même des extraordinaires noms. Alors, c'est vrai que le hasard de la photo est assez terrible, mais la photo que vous voyez là, le joueur torse nu, c'est quand même Yuri Jorkaeff, c'est pas n'importe qui. Il y a eu des très grands noms qui sont passés. Rai, bien évidemment, qui est un Parisien qui a énormément marqué le club. Et à droite, vous avez de l'image, vous avez Michel Denisot, qui vous connaissez peut-être comme présentateur du Grand Journal, mais qui a été également président du Paris Saint-Germain pendant quasiment 10 ans. Ce PSG, pardon, qui au final va petit à petit être de plus en plus jusqu'à être à 100% au Paris Saint-Germain en 2005, avant qu'il y ait cette vente très rapide de Canal+, qui vend le PSG, ça c'était à l'été 2006, qui le vend à Colonie Capital, qui va être un... Est-ce qu'on peut qualifier ça d'échec? Ouais, On peut le honnêtement, dire. forcément, ouais, ouais, Colony Capital, le fonds d'investissement américain, c'est pas avéré une très grande période dans l'histoire du club, surtout après l'immense période Canal+, et les années 90-2000 qui ont été un net succès pour le club. Oui, c'est vrai qu'au final, le PSG n'a même pas vendu uniquement à Colony Capital. Au final, le PSG a vendu à 33% à Morgan Stanley, Colony Capital et Butler Capital Partners, qui était un groupe là français. Et au final, ce qui se passe, c'est que Colony Capital va petit à petit grappiller de plus en plus de parts jusqu'en 2009, arriver à avoir 98% de l'actionnariat, donc à diriger le club, on va dire, à 100%.
Et au final, ce qui va se passer très rapidement, c'est que Colonie Capital va totalement ne pas marcher. Les supporters, vous le voyez sur la banderole, Colonie dégage, ça veut dire ce que ça veut dire. Le climat était vraiment pas bon. Et oui, les critiques étaient acerbes sur la gestion du club et sur les résultats également. Tu l'as dit, hein, tu as connu en 2007-2008, ces années-là, les 16e places, les relégations qui finalement ne se font pas à un but à la dernière minute, le club qui se sauve à l'arraché. Et au final, voilà, est-ce que je peux dire fin du calvaire, ce sera un petit peu dur. Le PSG, en 2011, est acheté par QSI, Qatar Sports Investment, et depuis, on a un PSG qui est dirigé par le Qatar. Voilà, c'est depuis, c'est un modèle qui, on va dire, est, je dirais pas plus répandu, mais c'était l'un des tout premiers clubs à se faire racheter de la sorte. Bah, c'est forcément incroyable la montée en puissance du club en l'espace de 10 ans, parce que Évidemment. on part d'un projet qui naît en 2011 avec le rachat du PSG sous pavillon qatari, pardon. Et, euh, et en 2021, on parle d'un club qui se classe parmi les plus puissants sur le vieux continent. Donc je pense que on peut que saluer cette immense montée en puissance et le travail accompli par tout l'état-major du club. Ouais. Euh, on a vu beaucoup de choses passer sur cette dernière décennie. Et oui, oui, bonsoir à Ankou qui nous rejoint. Cet état-major, on va passer sur un petit peu décrire, parler de l'organigramme du club. Cet état-major qui est incarné par le président Nasser Al-Khelaifi, qui est le président du PSG depuis l'arrivée du Qatar. Nasser Al-Khelaifi, qui est l'un des présidents les plus anciens, qui est tenu le plus longtemps au PSG. C'est un personnage, j'ai presque envie de dire déjà historique du club, au final. C'est quelqu'un de très important dans le projet du PSG et surtout un homme à la multiple casquette puisque c'est avant tout un ministre d'État, le président de Bein Media Group aussi, Oui, le président de QSI, le président du PSG, le président de l'ECA maintenant, puisque oui. Le CA, pendant oui. cet épisode de la De la Super Super League, League, oui. il a succédé à Agnelli. Et le président de la Fédé de tennis qatari. Il a intégré aussi le comité exécutif de l'UEFA et aussi aujourd'hui le vice-président de, d'un comité qui régit la Ligue 1. Oui. Donc forcément, C'est une aujourd'hui personnalité. ça fait beaucoup de métiers pour lui et on le voit à ses cernes qui traînent depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui, je pense, ne compte pas ses Ah, heures et qui est vraiment le mec ne quelqu'un. dort pas. Oui, oui, oui. Concernant son bras droit, même si c'est pas exactement le bon terme, le PSG a souvent fonctionné depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaifi du Qatar avec un directeur sportif ou un directeur technique. Il y a eu les années Leonardo, puis il y a eu un coup d'épaule, puis il y a eu un départ, puis il y a eu l'arrivée de plein d'autres personnes. On peut citer bien évidemment Antero Henrique, ensuite on peut citer Patrick Kluivert, on peut citer Olivier Létang. Et au final, ça fait depuis 2019 qu'il y a le retour de Leonardo au PSG. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Leonardo très rapidement? Bah, Leonardo qui était du coup à la base du projet aussi, qui est impliqué dans les recrutements des premières têtes d'affiche du projet qatari, avec Zlatan Ibrahimovic, Marquinhos, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, Thiago Silva, des grands noms, puis qui quittent le club du coup sur cette fameuse affaire d'un PSG Valenciennes assez Oui, mystique. triste Et, affaire, ouais. euh, et qui réintègre le club finalement en 2019 après le départ d'Antero Henrique. Ouais, Et puis depuis 2019, c'est un autre PSG, c'est un autre club qu'il a retrouvé, un autre projet qui a pris une dimension, euh, qui a pris encore un peu plus d'ampleur. Et forcément, c'est un peu plus compliqué parce que on parle pas d'un projet qu'on doit lancer, qu'on doit véritablement agrémenter de ses premières têtes d'affiche parce que maintenant on récupère un effectif qui est déjà
plus que formé en 2019 avec déjà les arrivées de Neymar et Mbappé en 2017. Un PSG qui a vidé un peu ses comptes et qui dépense plus comme avant, malgré ce mercato immense sorti par la direction cet été. Leonardo a eu un petit peu plus de mal à retrouver le club, on peut le dire, en 2019. Et voilà, aujourd'hui, il est toujours dans cet état-major en tant que directeur sportif. Ouais. Mais c'est un autre Leonardo, c'est un autre rôle. C'est deux aventures très différentes, son premier passage et le deuxième. Ouais, c'est quelqu'un qui en plus cristallise pas mal de critiques à certains moments. C'est vrai que il y en a beaucoup, j'ai vu surtout sur les réseaux sociaux. Après, je pense que le prisme des réseaux sociaux fait qu'on voit souvent les critiques les plus acerbes et on voit plus souvent la minorité très bruyante que la majorité je veux dire, qui la boucle, mais c'est pas le bon terme, qui reste silencieuse. Leonardo a eu pas mal de critiques ces dernières années sur le mercato, sur la gestion du projet. C'est. Notamment, ouais, sur le mercato de l'été 2020, où Oui, on a des arrivées tardives avec Danilo Pereira, Moise Kean, Rafinha, tout ça, ça débarque dans les dernières heures du mercato. Alessandro Florenzi qui débarque à droite. Des joueurs, Mauro Icardi, le gros dossier de ce mercato 2020. Après un an de prêt, on décide de s'attacher les services de l'Argentin, moyennant une somme comprise entre 50 et 70 millions d'euros. Donc le gros dossier de ce mercato, qui finalement s'avère aujourd'hui comme un échec, hein, on peut le dire. est-ce que Euh, c'est quasiment un indésirable au club maintenant, Mauro Icardi enfin, ou... Ouais, c'est vraiment triste à dire, mais ça fait un an qu'il est dans une terrible forme et forcément on remet en question sa place au sein du projet. Il suffit de voir son entrée en jeu à Bruges cette semaine en Ligue des Champions, 40 minutes, 6 ballons touchés sur le terrain, 2 passes, 4 hors-jeu. Enfin, il nous a C'est gratifié vrai. d'une prestation assez laborieuse et une des plus extraordinaires de la compétition, je pense. Il y a Ozinedine qui nous dit le problème, ce n'est pas que les transferts sautent à la dernière minute, mais c'est plus la qualité de ce mercato. Ah oui, non, je suis totalement d'accord, je le Il rejoins y sur la a... qualité du mercato. Aujourd'hui, tous les joueurs qui ont débarqué à l'été 2020 ne sont pas. Euh, aucun ne s'est fait vraiment une place au sein du projet. Florenzi est reparti l'été qui suit. On n'a pas levé son option d'achat. Danilo n'est pas devenu un incontournable, c'est plutôt un joueur de Da- rotation. Da- Da- Rafinha est un indésirable. Danilo, si l'option d'achat n'avait pas été obligatoire, je prends le pari qu'il serait reparti. De toute façon, à Porto, il serait pas resté au PSG, non? Ouais, je pense aussi. Je pense aussi après son rôle, son profil qui peut dépanner en défense centrale, au milieu, est souvent apprécié par les coachs. Bon, moi j'apprécie un peu moins, mais voilà, je pense qu'il serait reparti 20 millions, c'était un peu cher. Mais maintenant, l'option était obligatoire. Porto cède quand même son capitaine sur le dernier jour d'octobre, Ouais. et donc avait inclus forcément des garanties d'avoir un paiement sur l'été qui suit. Et salut à Tassour, qui est un autre membre de Football, qui vient de follow la chaîne pour le 5e mois d'affilée. Et il y a Nasser et Ozinedine, pardon, qui nous parlent de l'une des recrues qui avait quand même été la moins décevante, si on prend un bel euphémisme, c'est Moise Kean, qui au final depuis est reparti à Everton, qu'il a cédé à la Juve. Moise Kean qui était arrivé avec un rôle d'attaquant, de pointe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus Kylian Mbappé qui a ce rôle-là, de prendre l'axe de l'attaque. On parlera des compositions après. Il y a Raph dans le chat qui passe une petite tête. Merci beaucoup Raph d'être passé. Euh, oui, c'est un sub, c'est pas un follow. Je me fais toujours l'erreur, Tassour, entre les subs et les follow, mais ça, c'est pas grave. On va parler un petit peu des coachs, on a toujours pas parlé, de Mauricio Pochettino, de ce nouvel entraîneur du PSG qui est là depuis bah, presque un an et demi déjà. Ça va faire déjà un an et demi, presque.
Ça fait 8 mois. Ah oui, oui, non, pardon, oui, j'ai un dit. Il est là depuis, Oui, non, oui. janvier dernier. Oui, je croyais que c'était Il a janvier d'avant, mais remplacé. oui, t'as raison, t'as raison. Ouais, ouais. Donc oui, depuis 8 mois, donc c'est vrai que oui, ça fait moins loin, ça me paraissait bizarre que ce soit là déjà plus d'un an et demi, ça aurait fait beaucoup. Qui au final a repris les rênes d'un Thomas Tuchel, et c'est vrai que c'est peut-être un autre truc qu'on pourrait un peu critiquer, le PSG version QSI, c'est la longévité des entraîneurs. On a vu très peu d'entraîneurs enchaîner 2, 3, 4 ans au PSG, c'est souvent des cycles de 2 ans et puis les coachs s'en vont. Il y a, Laurent Blanc. Après, oui, il ça y a bouge Laurent Blanc, c'est beaucoup vrai. dans les autres clubs aussi, hein. C'est vrai. On prend le Bayern Munich qui a changé d'entraîneur quasiment tous les ans, 1 an et demi en moyenne. Je pense que le PSG n'est pas forcément à plaindre J'entends. C'est une critique que je revois se venir beaucoup. Maintenant, je la Ouais, ouais, bien partage sûr. pas totalement. En C'est fait, voilà. je pense qu'à l'époque, on voyait des entraîneurs qui avaient des périodes un peu plus longues sur les bancs. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode de changer à tout bout de champ dès que quelque chose va mal. Oui, oui, oui. Voilà, aujourd'hui, les entraîneurs sont beaucoup plus flexibles et ça bouge beaucoup plus vite. C'est Ouais, ça, oui, oui. c'est sûr. Hormis trois top coachs, peut-être, on peut citer Allegri, Simeone ou Jürgen Klopp à Liverpool, qui en Europe, parmi les gros clubs, a son coach depuis très 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 longtemps. Au final, Mais très peu de clubs. Il bah, y a, il y il y a a une qui est plutôt permanente. les... City avec Guardiola. C'est vrai que City avec Et, Guardiola, c'est Guardiola Ah oui, là depuis 2016, je crois. ouais, Ça va c'est ouais, faire vrai. quand même 5 ans. Ça en fait un supplémentaire, ouais. Il y J'avais pas a, pensé, après bravo. voilà, c'est des coachs qui soit sont déjà partis. Il y a eu Wenger qui était là pendant évidemment très longtemps. Ça, c'est un peu, je dirais pas. c'est un des derniers Voilà, c'est ça, c'est un à dinosaure dans le avoir une domaine, quoi. période de Donc bon, longévité comme ça. non, je regarde Zidane, même si ouais non Zidane, il y a eu la coupure entre avec l'échec de Lopetegui et de Solari, mais bon. Oui, 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 Simeone, on l'a cité au même titre que Allegri, Tekken l'a cité avec Allegri et avec Jürgen Klopp. Et du coup, on peut rajouter Pep Guardiola, qui sont un peu les quatre coachs qui, on va dire, sont là depuis pas mal de temps dans leur club. Et oui, bon, on va recentrer un peu le débat, le curseur sur Mauricio Pochettino, parce que là, on est en train de divaguer. Mauricio Pochettino qui est arrivé au PSG, tu l'as dit depuis à peu près 8 mois. Comment tu juges, toi, les débuts de Mauricio Pochettino au PSG? Pochettino qui d'ailleurs, comme Leonardo, sont des anciens du PSG dans les années 90. Même Pochettino a été capitaine de cette formation du PSG au début des années 90. Au début de... En 2000. en début des années Au début 2000, des années pardon. 2000, Début des années 2002, 2000, oui. 2003. De 2000 à... Et, Ouais, ouais. non, pour être très honnête, je suis très déçu des débuts de Pochettino sur le banc parisien parce que déjà, on repart aux bases, mais la fin d'aventure était très délicate avec Tourelle, qui a été viré le 24 décembre, donc qui a passé un Joyeux Noël. réveillon pas Après, terrible. vu la prime qu'il Mais a dû prendre, je pense que ça devait être quand même un sacré. Bon, je te et, laisse. euh, et Pochettino, bah, depuis son arrivée, on a du mal à voir ce qu'il veut mettre en place. C'est pas terrible dans le jeu depuis janvier, malgré l'épisode Ligue des Champions de l'année dernière où on sort le Barça puis le Bayern. C'est un peu les seules éclaircies depuis son arrivée au PSG. Euh, on perd la Ligue 1 au profit de Lille, ce qui a déjà été un premier échec, puisque c'était l'une de ses missions de redresser le PSG, qui était encore largement en posture pour remporter le championnat en décembre. Mais forcément, ouais, ça fait partie des échecs. On a à mettre à son bilan le trophée des champions et la Coupe de France. Maintenant, on l'attend clairement au devant de la scène parce que avec ce mercato 2021 XXL, avec l'arrivée de Messi, l'arrivée de Sergio Ramos, de Hakimi, de Wijnaldum, Bah, disons que de Donnarumma, c'est difficile de se plaindre qu'il n'a pas de matériel pour travailler. C'est vrai bah que là on a peut-être le coach le plus fourni c'est sûr. avec un effectif qui dépasse les 55 joueurs sous contrat pro, pardon. Et du coup, forcément, on va l'attendre. Il est attendu par toute l'Europe.
tout le monde attend du PSG beaucoup de choses parce qu'on a un trio d'attaque très ambitieux. Oui, Euh, voilà, je pense que le PSG Bruges a été regardé à peu près à travers le monde entier. Et la presse spécule déjà sur une possible élimination du PSG précoce. Ça serait un terrible échec. eh oui. Mais Pochettino, forcément, on attend beaucoup plus de lui. Et pour l'instant, on reste sur notre faim et c'est pas terrible, terrible ce qu'on voit dans le jeu jusque-là. Ouais, 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 c'est sûr que c'est pas suffisant. On va passer un petit peu au capitaine, le capitaine de cette formation du PSG, Marquinhos maintenant, qui a succédé à Thiago Silva. Ça a été, Ouais. c'est maintenant un vrai leader à 27 ans. C'est l'un des piliers de ce PSG et c'est peut-être même le plus gros pilier de cette PSG version QSI. Il est là depuis quasi le début du projet, enfin depuis le début du projet. Et 2013. aujourd'hui, enfin, même si c'était pas le Ouais, premier à c'est ça. arriver, c'était l'un des tout premiers de ce projet-là. Et depuis, il a pris une, euh, j'ai perdu le terme, Une Envergure. une dimension. envergure, une dimension très, merci beaucoup, qui est énorme au final. Ouais, bah, complètement. On a récupéré un jeune défenseur brésilien qui venait sur le continent européen et qui avait fait une saison à la Roma. On le récupère à l'âge de 19 ans, c'est encore un, un adolescent. Et aujourd'hui, on parle d'un joueur capitaine d'un PSG qui a dans son effectif Mbappé, Messi, Neymar. Forcément, on peut que parler de cette grande dimension qu'il a prise. Aujourd'hui, un des joueurs les plus capés de l'histoire du club avec, si je me souviens bien, un peu plus de 325 matchs à son actif. Donc c'est quand même un sacré joueur qui a pris beaucoup d'envergure ces dernières années, notamment quand Thiago Silva est parti l'été dernier. On le responsabilise avec Avec le le passage de brassard, ouais. Brassard. Et forcément, ça en dit beaucoup. C'est un gros message qu'on envoie à un joueur qu'on a récupéré en début de projet. Et heu, quand on le recrute, en fait, on pense déjà à ce joueur qui peut succéder à Thiago Silva. C'est en quelque sorte son mentor sur la dernière décennie. Il a appris à ses côtés et aujourd'hui, c'est lui qui récupère le flambeau. Et ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tu as fait la transition qui est parfaite parce que tu as parlé du fait que c'était déjà un joueur qui avait plus de 300 matchs. Nasser dans le chat qui nous dit dans 2 3 ans, ce sera lui le plus capé sans doute. Et oui, pour le moment, c'est encore Jean-Marc Pilorget qui est, on va dire, un vestige du PSG des années 70 et 80 qui est le plus capé. Mais oui, indéniablement, avec plus de 320 matchs à 27 ans seulement, connaissant la longévité que peuvent avoir des défenseurs centraux, surtout à l'heure actuelle. S'il reste au Paris Saint-Germain, et je ne pense pas que ce soit le prochain joueur à partir et à quitter le club, il va très probablement aller chercher ce record-là. Euh, c'est voilà, c'est un joueur qui marque vraiment le PSG de son empreinte, au même titre que l'autre joueur que vous avez sur la diapositive, c'est Edinson Cavani, qui a quitté le club certes, mais qui reste encore à l'heure actuelle le meilleur buteur du PSG, devant Zlatan Ibrahimovic et devant le troisième qui actuellement est Kylian Mbappé. Quel est le souvenir que tu retiens d'Edinson Cavani? Probablement ses buts en Ligue des Champions, face à Chelsea, face à Barcelone. Heu, Beaucoup de souvenirs forcément, liés à Edinson Cavani qui reste quand même le meilleur buteur du club. Après, heu, ça s'est mal terminé C'est vrai. que, il y a eu une dernière année, très, très mitigée, puis, le fait qu'il décide de pas prolonger, l'aventure sur les 2 derniers mois avec l'arrivée du covid et qu'il ne dispute pas, le Final 8 avec le club. Contrairement à d'autres éléments de l'effectif qui avaient trouvé un accord, pour prolonger, avec le PSG jusqu'en août et qui étaient partis à Lisbonne du coup, comme, Choupo-Moting, Rico ou encore Thiago Silva, qui a lui disputé, cette finale de Ligue des Champions. Edinson Cavani était parti en juin. Donc une aventure, qui s'achève, d'une façon un peu triste. Oui. Hem, mais voilà, ça reste
un joueur qui fait part entière de l'histoire du PSG et qui reste aujourd'hui le meilleur buteur du club, quoique il est, euh, il est chassé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui revient très très vite, et c'est vrai qu'il est déjà le troisième à son âge, hein. Il a 20 21, 22 ans, Kylian Mbappé, je sais même pas dire. 22 ans, ouais. 22 ans, déjà le troisième meilleur buteur de l'histoire du PSG, enfin, que dire, c'est un cyborg. Il y a Verratti également, et c'est Nasser qui nous le dit dans le chat, il a raison, Verratti qui reste un joueur qui a débuté un peu comme Marquinhos, qui a le même parcours, qui arrive très très jeune en provenance d'Italie, l'un à Roma, l'autre à Pescara, et qui aujourd'hui a 28 ou 29 ans, euh, est déjà dans les livres des records du PSG par sa longévité, par son nombre de matchs joués. C'est aussi un élément clé de ce PSG-là maintenant. Ouais, clairement, arrivé en 2012 dans les pas de Zlatan Ibrahimovic, un petit milieu italien dont personne ne connaissait vraiment le prénom, et aujourd'hui une référence du football mondial, avec 350 matchs à son actif Mm. au PSG, donc forcément le joueur le plus capé dans l'effectif aujourd'hui, avec Marquinhos, et les deux cadres de ce début de projet, c'est les seuls à rester aujourd'hui vraiment comme ceux qui étaient là au tout début. Oui. Et malheureusement, on le verra pas sur la pelouse face à l'OL ce dimanche, mais c'est bien dommage. On va parler très rapidement, on va changer de sujet, on va passer sur la forme actuelle de ce Paris Saint-Germain-là. On a parlé du match face à Bruges, là on va regarder un peu plus en championnat. Bon, j'ai mis les statistiques, mais il n'y a pas forcément besoin de les noter, hein. On les a de tête. Premier de Ligue 1, reste invaincu, 5 victoires en 5 points, en 5 matchs, 15 points pris sur 15 possibles, avec 16 buts marqués et 5 buts encaissés. On va dire que comptablement, dans les chiffres, dans les faits, c'est un début de saison qui est réussi du côté parisien. Dans le jeu, ça reste parfois un peu poussif. Ouais, complètement. Un bilan comptable qui est bon, avec 15 points pris, mais des prestations un peu au goût d'inachevé, avec une première poussive face à 3 qui s'est quand même conclue par une victoire, et elle était importante parce que face à ce genre d'adversaire et dans ce genre de match, le PSG avait tendance à laisser des points l'année dernière. Là, il a décidé de ne pas en laisser filer sur ce début de saison. Une première au parc, après à Strasbourg, qui se solde par un 4-2. Mais le PSG qui encaisse des buts à 3-1 sur la pelouse du Stade de l'Aube. Deux au Parc des Princes face à Strasbourg, deux le week-end qui suit face à Brest en déplacement. Finalement, on commence à avoir un semblant d'équilibre, avec une première victoire et un clean sheet face au Stade de Reims, juste après la trêve, Ouais, ou juste avant la trêve plutôt. Un 2-0, et puis le 4-0 face à Clermont sans les Sud-Américains. Finalement, un bon match. Le dernier match en Ligue 1 reste euh, comme un match abouti, avec des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Je pense notamment à Rafinha. Euh, ouais. L'équipe a fait clairement le boulot à Clermont, et après, on connaît la suite, des débuts mitigés en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Oui, oui, tout à fait. Premier clean sheet en même temps pour le retour de Marquinhos, nous dit Zinedine. Et corrige-moi si j'ai des bêtises, mais le dernier match en championnat face à Clermont, c'était également le premier match de Donnarumma dans les buts. Ouais, complètement. Ça va lancer un premier débat, du coup, un premier questionnement. On a changé de rubrique alors que l'on a déjà fait 50 minutes de live. On va passer aux compos. Bon, c'est des compos probables, évidemment. Il y a beaucoup d'incertitudes, même côté lyonnais, côté parisien surtout. Et c'est extrêmement dur de se prononcer sur quel 11 ce sera. Donc si jamais vous devez mettre une mise sur un des joueurs que vous voyez en attaque ici, attendez un peu d'avoir la confirmation des groupes, bien sûr. On va commencer par parler du Paris Saint-Germain, et c'est vrai que du coup la transition était toute trouvée. Le poste de gardien au Paris Saint-Germain, avec cette opportunité, qui est une véritable opportunité d'aller chercher un Gianluigi Donnarumma libre, fait qu'on a deux gardiens de classe mondiale au PSG avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.
Euh, la lecture qu'on peut en avoir, c'est que Donnarumma risquera de faire la plupart des matchs de Ligue 1 maintenant qu'il est prêt et que l'on laissera probablement les coupes à Keylor Navas. Est-ce qu'on a une discussion, est-ce qu'on a déjà eu des mots de la part des dirigeants du PSG sur ce sujet-là? Est-ce qu'on sait vraiment comment ça va se gérer ce duo-là? Ouais, alors, faut pas attendre d'indices de la part de Mauricio Pochettino dans ses conférences de presse parce que c'est une véritable langue de bois. Il D'accord, laisse rien passer, mais pour l'instant, à s'en tenir aux mots de l'entraîneur, on reste sur une situation qui sera évaluée en fonction des matchs, de comment ça avance. Donc on n'a pas de hiérarchie instaurée. d'accord. Euh, Maintenant, on a vu Donnarumma être mis dans les cages face à Clermont parce que Keylor Navas aussi rentrait de sélection avec le Costa Rica. C'était l'occasion idoine de faire ses débuts pour Donnarumma. Finalement, en Ligue des Champions, on reste sur Keylor Navas, Ouais, alors qu'on aurait peut-être pu voir Donnarumma aussi pour ses débuts en Ligue des Champions. Ça attendra encore. Pour l'instant, il était sur le banc pour cette première en Ligue des Champions. Et ce week-end, la question va encore se poser parce que c'était un dilemme déjà avant la composition de Bruges. Et ouais. ça va l'être encore ce week-end puisque on ne sait pas à quoi s'en tenir. On ne sait pas vraiment si Pochettino va décider de cette fois-ci remettre Donnarumma pour une deuxième consécutive en Ligue 1. Et donc du coup lui accorder le match face à Lyon qui s'avère comme l'un des chocs de la saison pour le PSG Et et même pour Lyon. ça pourrait clairement euh, Être un signal fort. ouais, être un signal fort, mais aussi je voudrais dire réduire la peine de ne pas le voir débuter en Ligue des Champions parce qu'il C'est attendait vrai. peut-être ça cette semaine. Donc, en quelque sorte, il maintiendrait peut-être une certaine confiance envers ces deux gardiens, ce qu'il semble vouloir faire pour le moment. Voilà, pour l'instant, ça reste clairement un point à éclaircir, mais le PSG compte effectivement deux gardiens de très grande classe, et avec Donnarumma qui arrive cet été avec le statut de meilleur gardien meilleur joueur de l'Euro. Ouais. Euh, Forcément, là, le dilemme est encore un peu plus compliqué. On pensait pas vraiment qu'il arriverait comme ça. Il n'est pas arrivé sur la pointe des pieds, hein. Évidemment. Le dernier match de Ligue des Champions n'avait pas ni Gay ni Di Maria qui étaient suspendus, si j'ai pas de bêtises. Ces deux devraient donc être de retour et peut-être titulaires avec un au milieu de terrain concernant l'absence de Marco Verratti et en attaque concernant l'absence donc possible de Kylian Mbappé. C'est pas vraiment vers eux que je voudrais m'attarder. On va commencer à un petit peu faire gaffe au temps pour pas non plus durer trop longtemps. On va parler d'une possible recrue qui pourrait faire ses débuts côté gauche. On a dit que c'était Diallo qui était l'habituel du poste en l'absence de Bernat et de Kurzawa. Là, ça pourrait être la recrue toute fraîche et de fin de mercato, la petite surprise, la petite cerise sur le gâteau. Nuno Mendes qui vient du Sporting, qui pourrait donc faire ses débuts en Ligue 1 pour ce match-là. Ouais, effectivement, on peut peut-être penser au début de Nuno Mendes, puisque Abdou Diallo a pas mal enchaîné depuis le début de saison. Nuno Mendes est rentré face à Clermont 5 minutes à une position qui n'était pas la sienne, puisqu'il est rentré un cran plus haut en tant que milieu gauche, ailier gauche. D'accord. Donc on n'a pas eu vraiment l'occasion de se prononcer après Clermont. Et finalement, 15 minutes de jeu aussi en fin de match face à Bruges, et 15 minutes de jeu qui se sont avérées vraiment bonnes. Pour le coup, il a su complètement apporter sa fougue le dernier quart d'heure de jeu, avec des belles percées, des offensives. Il a fait parler sa vitesse sur son côté et sa qualité de centre aussi, parce que c'est un joueur qui a une superbe qualité de centre et qui aurait pu déjà distribuer une passe décisive et faire remporter le match au PSG face à Bruges, avec un très bon centre pour Icardi, puis un très bon centre pour Messi. Là, je pense que on peut espérer le voir débuter face à Lyon. C'est peut-être la bonne occasion pour le lancer dans le grand bain, surtout que Abdou Diallo connaît un début de saison un peu difficile et poussif.
C'est peut-être l'occasion justement de lancer ce jeune qui a quand même des qualités à revendre. Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant de voir sur ce côté gauche Nuno Mendes, d'autant que le côté droit lyonnais, il y a pas mal d'incertitudes sur un possible retour de Léo Dubois. On en saura pardon, un peu plus suivant le groupe proposé par Peter Bosz. Tekken, je vais te laisser la parole pour présenter cette compo lyonnaise, qui pareil, là aussi, reste une composition hypothétique et dont rien n'est véritablement sûr. C'est ça, ouais, une composition plutôt sur la continuité de ce qu'on a vu contre les Rangers. Bon, concernant la composition dans les buts, Lopez, voilà, parce qu'à Lyon, pour le coup, il y a une hiérarchie qui est très nette et où Julian Pollersbeck, lui, devrait se contenter simplement de la Coupe de France. Donc Lopez en championnat, comme d'habitude. À droite, en partant de droite à gauche, Malo Gusto devrait de nouveau être aligné parce que Dubois est encore indisponible, ou du moins, si jamais il parvient à intégrer le groupe, ce sera avec un état physique très délicat. Denayer, qui est en état de grâce depuis qu'il est revenu contre Strasbourg en tant que titulaire, il enchaîne les bonnes performances, donc pareil, il va mériter sa titularisation et il va pérenniser voilà, sa place dans le 11. Jérôme Boateng, qui a démarré contre les Rangers et qui devrait continuer voilà, à s'intégrer dans le 11 pour reprendre un petit peu de conditions tant physiques que tactiques et au fur et à mesure s'adapter un peu mieux aux joueurs autour de lui. Emerson, voilà, qui est la fiabilité incarnée depuis son arrivée. Le double pivot de Peter Bosz qui devrait de nouveau être conduit avec un Cacré Guimarães, c'est un peu l'assurance tout risque au milieu de terrain, même si Cacré a un petit peu de mal. Voilà, depuis le début de saison, c'est assez en demi-teinte ses prestations, donc à suivre, voir si elle arrive à relever la tête ou si au contraire il continue à errer au milieu du terrain. Concernant le trio devant, on verrait toujours Aouar en tant que numéro 10, avec sans doute le brassard euh, autour de son bras, puisqu'on a Dembélé et Dubois qui sont normalement devant lui dans la hiérarchie du Capitana qui sont indisponibles. Toko Ekambi qui a marqué son but contre les Rangers, qui devrait aussi jouer. Shaqiri peut-être devant Paqueta à droite, puisque Paqueta a enchaîné tout le match contre les Rangers et était un peu sur les rotules. On sait qu'il a beaucoup joué aussi pendant la trêve internationale avec le Brésil, donc Shaqiri devrait jouer à sa place. Et puis devant, sans doute Slimani, puisque Moussa Dembélé et Kadewere sont tous les deux un peu blessés ou à court de forme pour Dembélé si jamais il parvient à intégrer le groupe. Donc ça devrait nous donner un peu ce 11-là côté lyonnais, avec évidemment quelques incertitudes quant aux présences de Dembélé et de Dubois, même si pour Dubois, je crois que c'est clair et net qu'il devrait manquer ce match-là. Je suis lyonnais et je vais poser la question même si je ne le sais pas et je sais même pas si toi Tekken tu le sais. Est-ce qu'on a eu de l'information sur ce qu'est la réalité de la blessure de Léo Dubois? Alors pour Léo Dubois, en fait, c'est Didier Deschamps qui en a parlé après le match France-Finlande pendant la trêve internationale. C'est apparemment une gêne musculaire pour Léo Dubois. D'accord, ok, oui. Et C'est vrai, oui. l'OL n'a pas communiqué plus en détail là-dessus, hormis en disant Léo Dubois est blessé et il n'est pas encore là. C'est Voilà, vrai que donc ça c'est. c'est. Je m'écarte un tout petit peu du sujet, ça tient en deux phrases. L'OL a un énorme problème à faire des communiqués médicaux. C'est-à-dire que si jamais tu veux savoir qu'un joueur est blessé à Lyon, tu attends que le groupe soit publié la veille de match et tu vois que en réponse du tweet annonce, il y a marqué un tel sont aux soins. Point. Et t'as pas plus d'informations que ça, donc c'est très obscur de savoir quelles sont exactement les réalités des blessures côté lyonnais. Si tu veux savoir quelle est la blessure d'un joueur, souvent il faut plus aller lire l'équipe ou aller lire Radio Scoop que d'aller véritablement regarder les communiqués de l'Olympique lyonnais. Ça va être extrêmement. Contrairement à nous, où les points médicaux sont devenus traditionnels. Ouais, bah après, c'est vrai que ça reste néfaste quand on s'habitue au point presse au point médical. Donc ouais, on espère qu'on a le moins possible. Maintenant, bon, ça reste, euh, ça reste une composante du sport, il faut savoir faire avec. On va tout doucement clôturer ce live. Je vais quand même relancer une dernière fois Lucas, qui est notre invité, qui est membre de Culture PSG, et lui poser la question sur un joueur qui, moi, me plaît beaucoup, que je trouve extrêmement bon et qui, depuis le début de la saison, le prouve. C'est Achraf Hakimi, qui vient renforcer un poste côté droit qui a longtemps été déserté. L'année dernière, Florenzi a été assez en délicatesse, pour utiliser un petit euphémisme. L'arrivée d'Achraf Hakimi fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain, défensivement et offensivement. Je pensais que t'allais me parler de Lionel Messi, ce jeune Argentin. C'est vrai que bon,
Ça aurait été un peu facile. Mais non, Achraf Hakimi, franchement, une grande satisfaction sur ce début de saison. Il a complètement métamorphosé le côté droit. Que dire, parce que c'est vraiment un super joueur. On est passé euh, du jour à la nuit parce que Florenzi était vraiment en délicatesse sur la saison d'avant et on recrute Hakimi. On avait fait d'une priorité le recrutement d'un latéral droit. On pensait vraiment pas finir avec Hakimi. On parlait d'autres noms. On parlait de Mukiele. D'autres latéraux, mais pas Hakimi. Et finalement, on profite de la situation financière de l'Inter qui avait Ouais. besoin de remplir ses caisses. Et, euh, du coup, on aligne euh, le montant pour Hakimi avec une dépense estimée entre 60 et 70 millions. Mais honnêtement, aujourd'hui, Hakimi, euh, je pense qu'il vaut toutes les pièces qu'on a misées sur lui. Euh, c'est un joueur qui a 22 ans, qui est complètement dans dans un âge d'or et qui peut continuer à progresser. Et aujourd'hui, il nous fait déjà un bien fou. Il a déjà distribué 2 passes décisives en Ligue 1. Sa complicité avec Mbappé est plus que bonne, même si Mbappé se dirige vers un forfait, comme on a annoncé en début d'émission face à Lyon. Mais c'est vraiment une arme offensive. Et on attend forcément de lui qu'il continue à faire ça tout au long de la saison et peut-être encore mieux. Mais forcément, face à Lyon, ça sera l'une des grandes attractions de la rencontre, notamment avec Messi, parce que Oui, également. les deux n'ont pas réussi vraiment à se trouver comme on aurait pu imaginer face à Bruges. On peut espérer que les deux combinent mieux face à Lyon, si les deux sont bien titulaires. Mais en tout cas, voilà, Kimi, pour résumer, très très grande satisfaction de ce début de saison. Eh ben, ça va être une très très belle manière de conclure ce live. On rappelle que ce match PSG Olympique Lyonnais au Parc des Princes aura lieu dimanche. Maintenant, c'est plus 21h, c'est 20h45 avec Amazon Prime, puisque le match sera à suivre sur Prime Video, présenté par Thibaut Leroll avec Thierry Henry. La présentation sera assurée par Smaïl Bouabdella et par Benoît Chéroux. Beau Euh, casting. Ouais, très très beau casting et très très belle couverture de la Ligue 1 qui est faite par Prime Video. Moi, depuis le début de leur reprise, je suis fan du format, du profil Ouais, qui c'est est vrai que fait c'est très très bien. de très très grande qualité. Nasser posait dans le chat s'il pouvait rester jusqu'à la fin. Bah, à la fin, on y touche tout doucement. Je remercie très très chaleureusement Lucas d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parler avec nous du Paris Saint-Germain. C'était très plaisant. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé. Encore merci pour l'invitation. C'était très sympa. Eh ben, merci à toi de l'avoir accepté. Merci à Tekken de m'avoir accompagné pour cet avant-match, encore une fois. Toujours ravi d'être là. Eh ben, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces avant-matchs. Merci à tous les Parisiens qui étaient dans le chat. J'ai vu que ça vannait un peu le fait qu'il y avait beaucoup de Parisiens qui parlaient dans le chat, mais c'est très bien également. On fait ces avant-matchs pour ne pas parler que de l'Olympique Lyonnais, mais pour lier bien sûr l'Olympique Lyonnais et ses futurs adversaires, pour amener des nouveaux contenus qu'on voit très peu, trop peu sur Twitch, une vraie analyse, non pas de l'équipe, mais de l'adversaire également, parce que c'est une composante fondamentale d'un match de football. Si tu veux faire un match, bah, il faut une équipe adverse, et il faut savoir correctement en parler, l'analyser. Et on est extrêmement heureux de faire ces avant-matchs et on est extrêmement heureux de pouvoir en faire tous les 3 jours comme on est en train de faire et comme on va faire la semaine prochaine également. Mardi prochain, on aura le prochain avant-match qui sera pour l'Olympique Lyonnais face à l'Estac, mais on aura surtout dès dimanche soir avec Tekken, avec Ferran, avec Tassour également la possibilité sur Twitch, sur cette même chaîne, de faire l'après-match, le débrief de ce PSG OL. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est bon match à toi Lucas, bon match à vous tous les Parisiens dans le chat également. Merci beaucoup. À vous Et, aussi. oui, merci. Et bon match également à Toteken. Bon week-end à vous. Bonne soirée. Il est 22h06. On clôture ce live. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. À bientôt.